Bonjour et bienvenue dans Du Livre à Lire pour un nouveau triptyque d'émissions consacré à un autre thème scientifique. Après la botanique, nous nous proposons d'évoquer la lumière. Pour ce faire, nous avons l'honneur cette année d'être accueillis à l'école polytechnique à Palaiseau. Très naturellement, nous commençons cette série par une approche historique de la lumière grâce à l'ouvrage de Bernard Mette, professeur émérite d'histoire des sciences et d'épistémologie à l'Université de Lille 1 Sciences et Technologies, qui vient de publier aux éditions du Seuil une histoire de la lumière de Platon au photon. Mais tout d'abord, nous avons rendez-vous avec Marie-Christine Toris, chargée du Centre de ressources historiques de l'École polytechnique et gardienne de la mémoire de cette prestigieuse institution. J'ai l'habitude de dire que l'École polytechnique est révolutionnaire dans tous les sens du terme, créée sous la Révolution française, par la Révolution française et dans des conditions révolutionnaires. Pour la première fois, la France va se doter donc de cadres de haut niveau issus d'une école qui va les recruter sur un concours, donc sur le mérite de ses élèves et non plus sur leur origine sociale. Ce concours va être organisé à toute vitesse en 1794 sans aucun moyen. Et il va falloir mettre en place les cours extrêmement rapidement. Pour cela, on va aller chercher des supports d'enseignement dans les dépôts révolutionnaires. Donc on créera la bibliothèque de l'école, la collection d'instruments scientifiques qui permettra de pratiquer les travaux pratiques de physique à partir de ces dépôts révolutionnaires. En 1977, l'école va déménager de Paris à Palaiseau, tout simplement parce qu'à Paris, les locaux sont devenus trop exigus, tout particulièrement pour tout ce qui concerne les activités de recherche, mais aussi les activités sportives qui obligeaient les élèves à être transportés aux quatre coins de Paris, et c'était devenu absolument impossible. Lors de la création de l'école, donc un concours sera organisé dans toute la France et les élèves reçus à ce concours vont gagner Paris avec un statut en fait de garde nationale, ce qui explique que bien que l'école ne soit pas militaire, ils porteront cet uniforme et auront ce rôle-là dans la ville de Paris. 10 ans plus tard, lorsque Napoléon militarise l'école, comme en témoigne ce décret impérial de militarisation de l'école polytechnique, les élèves porteront l'uniforme Premier Empire avec le bicorne. Napoléon leur attribuera leur devise pour la patrie, les sciences et la gloire. Et ils seront installés dans l'ancien hôtel de Boncourt et l'ancien collège de Navarre, derrière le Panthéon actuel. Napoléon avait beaucoup de considération pour les élèves de l'école polytechnique. D'ailleurs, lorsqu'il prépare son expédition en Égypte, il choisit de se faire accompagner par une cinquantaine d'entre eux. Ces élèves feront des relevés scientifiques extrêmement importants qui permettront ensuite donc d'éditer la description de l'Égypte qui rassemble tous ces relevés scientifiques. Et cette considération qu'avait Napoléon pour les élèves, il la lui rendait bien. En témoigne la seule visite que Napoléon a rendue à l'école polytechnique en 1815 pendant les 100 jours. Elle est rappelée par cette gravure où l'on voit les élèves saluer Napoléon qui leur offre à cette occasion les premiers volumes de cette description de l'Égypte. Les polytechniciens les plus fameux sont tout de même de grands scientifiques, on n'en sort pas. J'évoque notamment Henri Poincaré, un savant universel, un des derniers savants universels français. Becquerel, Henri Becquerel, le prix Nobel, l'unique prix Nobel scientifique polytechnicien pour sa découverte avec les curies de la radioactivité. On peut également évoquer d'autres vocations comme le grand industriel André Citroën. Chaque année, le Centre de ressources historiques organise des expositions autour des commémorations nationales. Donc il ne pouvait pas échapper cette année à cette évocation de l'année de la lumière à travers ses collections de grands traités fondamentaux d'optique, mais aussi ces objets scientifiques anciens. Citons tout particulièrement les deux expériences de Fizeau et de Foucault que l'école polytechnique a la chance de conserver donc, au sein de ses collections.
On pense évidemment à Malus, mais tout particulièrement à Fresnel, avec sa grande lentille qui équipe tous les phares maintenant devenus monuments historiques en France. Bernard Mette, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation du livre à lire quand la science se raconte, consacré à la lumière. Alors nous vous recevons pour un ouvrage qui est un ouvrage historique sur l'histoire de la lumière, avec un titre que nous allons commenter dans quelques instants qui s'appelle « De Platon au photon ». Et nous vous rappelons que vous étiez professeur émérite, enfin vous êtes toujours d'ailleurs, professeur émérite à l'université de Lille 1. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi avez-vous voulu vous intéresser à l'histoire de la lumière ? C'est quelque chose, effectivement, qui m'intéresse beaucoup. D'une part, parce que la lumière est partout, parce que j'en ai fait une découverte alors que j'étais tout enfant. Je suis un enfant de la guerre, et donc avec les pannes d'électricité, nous jonglions avec les ampoules électriques, les bougies, les lampes à huile, les pannes ont continué énormément. Et ensuite, j'ai admiré la lumière dans la vie, la lumière dans la peinture, et j'ai enseigné aussi bien le comportement de la lumière en tant que physicien dans les cristaux. Et cet enseignement qui, pour des géologues, est extrêmement compliqué, m'ont fait faire appel à l'histoire des conceptions de la lumière pour faire passer des conceptions qui étaient plus difficiles en physique. Et je me suis passionné pour ceci, parce que ça touche des domaines tout à fait variés, et donc je suis devenu ensuite historien des sciences. Alors donc vous venez de nous exposer que c'est né entre autres d'une nécessité presque pédagogique pour ces fameux géologues. Eh bien je vais vous faire une petite épreuve pédagogique, je pense qu'elle ne sera pas très difficile pour vous, mais finalement on va parler d'un sujet qui concerne tout le monde. Vous disiez que la lumière, tout le monde, enfin presque tout le monde la voit, sauf si on a de cécité, mais est-ce que tout le monde est capable de la définir? Est-ce que vous pouvez donner une définition très simple, comme si vous vous adressiez à une classe de 6e de la lumière? Qu'est-ce que c'est la lumière? Évidemment, c'est ce par quoi nous pouvons voir. Et en même temps, ressentir de la chaleur et bronzer. Donc c'est quelque chose d'un peu complexe qui nous permet de voir, d'être échauffé, de bronzer. Vous voyez déjà 3 effets tout à fait importants de la lumière. Bien. Alors votre titre, je le rappelle, Histoire de la lumière de Platon au photon, fait donc commencer cette histoire avec la civilisation grecque et ce fameux 5e siècle athénien. Et j'ai envie de vous demander, est-ce qu'avant les hommes ne s'intéressaient donc pas à la lumière? Pourquoi l'avoir fait commencer à cette date-là? Ou est-ce qu'il n'y avait pas eu, avant cette civilisation grecque du 5e siècle, d'embryon d'explications scientifiques? Pourquoi cette date de début? Eh bien, d'abord parce que l'ensemble de notre civilisation, celle dans laquelle a émergé la science moderne, c'est la civilisation gréco-latine, arabo-andalouse, chrétienne, tout cela. Mais l'origine est effectivement chez les philosophes de l'Antiquité, qui d'ailleurs ne sont jamais intéressés à la lumière. Donc c'était un bon préambule de voir des philosophies qui nous ont irrigués, qui irriguent encore la pensée et qui ne se préoccupent pas de la lumière. Ils se préoccupent de la vision, de la manière dont on voit. Et paradoxalement, ils ne s'intéressent pas à la lumière, comme il ne s'intéresse pas à l'œil. Vous voyez, ça nous paraît vraiment très surprenant maintenant dans notre monde moderne, pouvoir définir la vision sans l'œil et sans la lumière. Donc je fais commencer là comme préambule pour voir comment justement cette idée sur la lumière a pris forme. Oui, et alors ce qui est aussi intéressant dans ce titre de Platon au photon, c'est que ce n'est pas qu'une astuce phonétique. On part finalement d'un philosophe, d'un homme intéressé par la connaissance, pour en arriver à un phénomène technologique, le photon. Et finalement, ces deux extrémités, elles marquent une attitude, entre guillemets, scientifique complètement différente par rapport à la lumière, puisque peut-être que du temps de Platon, même si vous venez de dire que les Grecs anciens ne s'intéressaient pas à la lumière, mais à la vision, que la lumière n'était finalement qu'une espèce de corrélat, et qu'on en arrive au photon, on est aussi passé d'une attitude scientifique par rapport à la lumière complètement différente, qui était d'abord peut-être
le comment a aujourd'hui, le pourquoi, pardon, a aujourd'hui le comment. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ah oui, tout à fait. On part du pourquoi. Les Grecs se soucient du pourquoi et placent l'homme et ses sensations au cœur de leur réflexion. Et par exemple, Platon pense que nous émettons un feu qui rencontre les objets et qui fait que nous voyons. D'autres estiment qu'il y a des écorces qui se détachent et qui viennent rencontrer l'œil. Donc, quelque part, avant tout, c'est le pourquoi des choses et l'homme et ses sensations. Tandis que maintenant, nous sommes dans une science qui se préoccupe beaucoup plus du comment que du pourquoi. Parce qu'on maîtrise mieux aussi le phénomène. Peut-être, mais aussi parce que la finalité technologique de la science est beaucoup plus marquée. Finalement, les philosophes grecs se moquaient des applications. Ils n'en avaient pas besoin. C'est pas ça qu'ils recherchaient de toute façon. Ils ne pensaient peut-être même pas qu'il y avait des applications. Bien, les hommes de l'art, les artisans, savaient faire des choses, des alliages depuis la préhistoire, des navires, sans connaître du tout les théories sous-jacentes. C'est-à-dire que quelque part, c'était les modes de fabrication qui les intéressaient. Et donc, ces savoirs étaient représentés par les artisans et pas par les philosophes qui s'intéressaient donc à l'homme et à ses sensations. D'accord. Alors on voit que votre livre est un livre vraiment de scientifique. Je ne parle pas de son contenu, mais là encore du titre, parce que vous avez eu l'humilité et le réflexe scientifique de ne pas intituler votre livre « L'histoire de la lumière » avec un article défini, mais au contraire un article indéfini, une histoire de la lumière. Est-ce à dire que bien même aujourd'hui, on n'a pas fini de définir ce qu'est la lumière, qu'elle peut encore réserver des surprises et que donc son histoire est évolutive? Je dirais deux choses surtout. Quelqu'un qui aurait les mêmes connaissances que moi et qui écrirait une histoire de la lumière l'écrirait autrement, obligatoirement. Oui. Nous avons tous nos affects, nos priorités, notre façon de voir. Bon, ce que j'essaie de faire dans cette histoire, une histoire de la lumière, dans cette histoire de la lumière, c'est de privilégier les contextes, les choses qui font qu'un homme est immergé au sein d'une culture et produit des connaissances que l'on dit scientifiques. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, bien sûr, la science est une œuvre collective, est une œuvre qui efface ses brouillons, qui est en perpétuelle évolution. Ce n'est pas un livre écrit une fois pour toutes, dont il faudrait tirer la substantifique moelle. C'est quelque chose, une œuvre collective qui est remise en cause par les recherches actuelles. Donc évidemment, c'est quelque chose qui est en totale évolution. Oui. Pour revenir aussi à la question précédente, celle qui mêlait Platon et le photon comme deux extrémités, il y a aussi une chose qui m'a passionné dans votre livre, c'est de voir, et parce que vous êtes aussi professeur d'épistémologie, et c'est une question épistémologique que je vais vous poser maintenant, une des choses qui m'a beaucoup intéressé dans ce livre, c'est que bon, la lumière aujourd'hui pour nous, évidemment, tout le monde comprend que c'est un domaine scientifique, qu'on classera pour l'essentiel dans la science physique, même si elle a des corrélats, des dérivés dans d'autres sciences. Et votre livre montre bien les errances épistémologiques de la lumière, qui est un petit peu à un moment donné de la philosophie, à un autre moment elle a un rapport avec la religion. Après, bon, quand on la classe un peu plus scientifiquement, on la voit seulement du côté de la physique, puis tout d'un coup on voit que sans la mathématisation c'est pas possible. Enfin, elle a vraiment elle-même un vécu scientifique qui est extraordinaire. Comment est-ce qu'on arrive à bien classer scientifiquement, vous comprenez ce que je veux dire, la lumière? Eh bien, la première chose que j'ai à dire pour répondre à votre question, c'est que les disciplines scientifiques sont quelque chose de tout à fait récent. Voilà, c'est ça. Et que leur frontière, d'ailleurs, est en perpétuelle évolution. Quelqu'un qui faisait de la philosophie naturelle, eh bien, s'intéressait à la religion, s'intéressait à la manière de penser, s'intéressait aux animaux et s'intéresser à la lumière.
Lumière, c'est-à-dire que la disciplinarisation n'existait absolument pas. Elle apparaît quand? Avec les universités au XIIIe siècle? Elle apparaît avec la naissance de la science moderne, très, très concrètement, c'est-à-dire chez les Arabes et les sciences au pays d'Islam, disons au XIe siècle, et chez les Latins au XVIIe siècle. Il y a une disciplinarisation qui ne dit pas forcément son nom, mais cette disciplinarisation fait que la science devient plus forte, plus efficace, mais en même temps, quelquefois, elle est trop spécialisée, donc n'intègre plus les visions qui sont un petit peu à côté. Et quelque part, finalement, toute cette histoire des sciences nous montre que, eh bien, toutes les méthodes sont possibles pour trouver, par exemple, ce qu'est la lumière, à condition de réussir. Et la condition de réussir, c'est quoi? C'est la science, c'est une méthode rationnelle qui porte en elle sa propre capacité de contestation. Sa propre capacité de contestation, le recours à l'expérience. Voilà, l'empirisme, c'est ce que l'expérience va nous dire que telle proposition ne peut pas être retenue ou telle autre peut être retenue, mais ne sera peut-être pas la seule à pouvoir être retenue. Alors, en conséquence de ce que vous venez de dire, je vais vous poser une question un petit peu énorme, mais à partir de quel moment on peut juger dans l'histoire de la lumière que les hommes ont eu une connaissance satisfaisante du phénomène scientifique? Que voilà, pour l'essentiel, on avait quand même compris ce que c'était. Eh bien, je crois que tout mon livre et toutes les études que j'ai faites peuvent montrer que chacun des grands créateurs dans l'histoire de la lumière croyait en gros avoir tout compris. Oui, mais ça on voit aussi que c'est pas vrai du tout. Et on voit que c'est pas vrai du tout. Oui. Effectivement, les questions viennent après. En fait, c'est bien l'avantage de la science, c'est que peut-être pendant toute une période qui a été jusqu'au XXe siècle, les gens cherchaient une vérité. Maintenant, on sait qu'on n'atteindra pas cette vérité, mais on a quelque chose qui est beaucoup plus précieux. Nous savons dire ce qui est pertinent entre des limites de validité que nous savons poser. En gros, la science de Newton est tout à fait importante pour lancer un satellite qui va se poser, ou une sonde spatiale qui va se poser sur une comète, absolument une merveille technologique, et tout ça c'est de la science de Newton, mais elle ne dit rien, par exemple, ou pas grand-chose qui soit valable encore sur ce phénomène de la lumière, ou sur des phénomènes qui sont apparus au XXe siècle, comme la relativité ou la quantique. Donc, la science de Newton, on sait qu'elle est pertinente entre des limites de validité de la mécanique, et que notre science, eh bien, elle n'est pas unifiée. Par exemple, on ne sait pas unifier la relativité et la quantique. Donc nous savons que nous n'avons pas la vérité. Et nous savons que nous ne le saurons jamais, mais que nous saurons poser des choses qui seront valables entre des limites que nous connaissons. C'est beaucoup plus important. Beaucoup plus important. Et arrêter de dire, ça y est, nous avons trouvé la vérité, nous pouvons fermer nos cahiers et maintenant il suffit de diffuser la science et de l'enseigner comme un livre mort, parce que tous les livres, dès l'instant où c'est écrit, le mien le premier, est mort. D'accord. Alors, autre chose, tout à l'heure justement, on parlait de cette espèce de long parcours qu'a fait la lumière, si je puis dire, pour savoir se classer dans une discipline scientifique précise. Et on peut dire que pendant très longtemps, la religion, et en particulier la religion catholique, a joué un rôle quand même assez néfaste, parce que les scientifiques de l'époque, même quand ils avaient de bonnes intuitions, étaient quand même souvent obligés d'accorder ce qu'ils trouvaient intuitivement, plus ou moins scientifiquement, avec la lumière définie par la religion. Parce qu'il y a une chose qu'il faut absolument dire, c'est que la Bible, qui est quand même le livre fondamental des religions chrétiennes, évidemment, et même de la religion juive d'une certaine manière, dans la Genèse, on trouve, évidemment aussi, bien sûr, dans la Genèse, on trouve immédiatement cette parole,
lux fiat. Bon, et la lumière fut. Évidemment, on en met comme auteur Dieu. Alors évidemment, ça évite plein d'études, hein, ça va beaucoup plus vite comme explication. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que la religion a gêné, la religion catholique a quand même gêné pendant très longtemps l'émergence d'une explication scientifique de la lumière? Bien, je ne suis pas d'accord. Alors, expliquez-moi. On le voit quand même dans votre livre. Vous n'êtes peut-être pas complètement d'accord, mais il y a un peu de vrai. Je ne suis... bien sûr. Là, qu'on finit sur le bûcher pour avoir dit des choses très justes. Hein. Tout à fait, bon. Tout à fait. Et là, je ne puis absolument pas contester. On peut citer des noms. Hein. On peut citer des noms. Tout simplement, les premières conceptions de la lumière naissent dans la science en pays d'islam. Ibn al-Haytham, et c'est une conception corpusculaire. Absolument. Dans cette science en pays d'islam, ce qu'il faut dire, parce qu'on a peut-être oublié maintenant, c'est qu'elle est écrite en arabe, qui est la langue intellectuelle, mais elle est écrite par des musulmans, des juifs, des chrétiens, des païens, des athées, qui font une science profane. Cette science profane est la science mondiale après le XIe siècle. Et même avant le XIe siècle, mais jusqu'au XIVe. C'est la science mondiale. Donc les intellectuels qui sont, par exemple, en Europe actuelle, vont étudier cette science. Mais qui sont ces intellectuels ? Eh bien, ce sont des moines et des clercs. Les savants de l'époque. Donc les savants de l'époque sont effectivement, pas catholiques, mais chrétiens. Et ils sont chrétiens, donc leur gros problème, ça va être de concilier la foi et la raison. Voilà, mais pour concilier la foi et la raison, alors là, il y a de multiples voies possibles. C'est-à-dire qu'Augustin, IVe siècle, nous dit « Ne croyez pas le texte de la Bible ou des évangiles, puisque ce sont des hommes qui les ont écrits. Ils ont pu se tromper, mal comprendre Dieu. On a pu mal les recopier. Donc l'enseignement littéral ne va pas. C'est pas un littéraliste. Vous avez des tendances qui sont plus ou moins mystiques, des tendances plus ou moins Thomas d'Aquin ou les franciscains qui ne sont pas d'accord avec Thomas d'Aquin et des luttes féroces. Mais si vous voulez, la première théorie ondulatoire de la lumière, c'est un évêque qui l'aimait pour concilier justement la Genèse. Le premier jour, Robert Grossetête, vous avez raison, le premier jour, Dieu fait la lumière, sépare la lumière des ténèbres et il crée les luminaires le quatrième jour. C'est une contradiction. Et pour résoudre cette contradiction, eh bien, il invente une théorie ondulatoire de la lumière. Alors vous voyez, là, on ne peut pas dire que les phénomènes que l'Église a retardés. Par contre, elle retarde à partir d'un moment. Oui. C'est lorsqu'elle est menacée. Et lorsqu'elle est menacée par la réforme, puis par vers le 15e, 16e siècle. Et la contre-réforme. Donc là où les choses se gâtent, c'est lorsque les réformés et les contre-réformés, en gros les protestants et les catholiques, pour s'affirmer, vont retourner au sens littéral de la Bible et de l'Évangile. Et donc le sens littéral que le Moyen-Âge n'avait pas connu, ou pas beaucoup. Donc c'est seulement à une période de l'Église. Et qui coïncide avec la naissance de la science moderne aussi. Voilà. Donc la naissance de la science moderne a des grosses oppositions à la fois chez les réformés et chez les catholiques, chez les papistes, parce que on s'appuie sur la signification littérale de l'Évangile et de la Bible. Alors là, il y a des grosses difficultés, là, il y a des excommunications, et là, il y a des gens qui périssent. Absolument, c'est d'autant plus malvenu à ce moment-là que peut-être on pourrait retenir que c'est peut-être le moment capital dans l'histoire de la lumière et que, par exemple, un grand savant qu'on a même d'ailleurs un peu oublié parce qu'on va se souvenir des deux que je vais dire ensuite, et lui est moins connu alors qu'il est un peu le déclencheur. Giordano Bruno a quand même fini brûlé. Copernic, a été contesté, ça a été à peu près pour lui, et puis on sait bien que Galilée a eu toutes sortes d'ennuis, même s'il était extrêmement malin pour faire valoir ses découvertes. Alors est-ce que vous voulez dire, ça c'est un moment savoureux de votre livre, dans la connaissance de la lumière, Galilée observe avec des lunettes optiques, avec une lunette optique, qu'on se trompe, que ce n'est pas la Terre, ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais que c'est l'inverse. Et comme il sait qu'il risque d'avoir des ennuis s'il l'énonce tel quel, il va utiliser une méthode empirique. Finalement, il va dire, je ne vais rien dire, je vais montrer ce que je vois aux gens, et puis ils vont être obligés de faire la même conclusion. Est-ce que vous voulez raconter l'histoire vénitienne de Galilée ? Alors, d'abord, il faut comprendre que, par exemple, les lentilles de verre
c'est le nom d'un légume, ont été inventés au XIIIe siècle par des artisans. Et les intellectuels s'en servent. On a des représentations du XIIIe siècle qui montrent des intellectuels lire des livres avec des lentilles de verre et des binocles. Ces lentilles ne font l'objet d'aucune étude. Pourquoi? Parce que Aristote nous dit que la vue est fallacieuse et qu'il faut partir des impressions de la vue pour raisonner et pour corriger les artifices de notre vision. Donc il faut aller au-delà. Et qu'est-ce que l'on fait? On met un artifice devant l'œil. Donc c'est indigne. C'est contradictoire avec ce que dit Aristote. Donc personne ne veut étudier les lentilles ou les lunettes qui sont inventées par des artisans à la fin du XVIe siècle. Et Galilée sait très bien qu'il va avoir des ennuis pour parler de la lunette. Alors d'une part, il a fait venir de Paris une lunette fabriquée certainement par les Hollandais. Ensuite, il a poli mieux, il est à Venise. Et troisièmement, il est mathématicien, alors il convoque les sénateurs de Venise en haut du campanile de la place Saint-Marc et il leur montre la lunette et il regarde le port, il regarde des scènes de vie dans la ville de Venise, il regarde l'église de Padoue qu'on vous discerne à peine et dont il voit tous les détails grâce à la lumière. Il voit aussi qu'à l'intérieur d'un jardin, monsieur machin et madame machin, ils font des choses et il raconte les choses vraiment très gaiement le soir. Et Galilée est nommé mathématicien à vie avec doublement de son salaire. Le doge, qui ne peut pas quitter son palais le lendemain, fait venir Galilée pour lui présenter la lunette. Et ensuite, Galilée tourne sa lunette vers le ciel et donne les preuves optiques de la réalité du système de Copernic. Donc la Terre n'est pas au centre du monde, le Soleil est au centre du monde, dit Galilée. Oui, mais surtout ce que Galilée a fait d'extraordinaire, c'est plutôt que de l'exposer tel quel en sachant qu'il allait avoir des ennuis, il a fait quelque chose avec l'expérience. On ne peut pas comprendre Galilée sans son ironie. Voilà, qui n'est pourtant pas forcément connu, on le voit souvent comme une victime, obligé d'abjurer, et puis vous montrer, il a aussi été victime, mais qu'il était malicieux et qu'il a su aussi ruser avec tout ce qui lui faisait obstacle. Et il a écrit sa physique alors qu'il était détenu et il l'a fait passer pour impression. Alors finalement, vous recommandez la prison pour rédiger des ouvrages de fond? Je ne dirais pas jusque-là. Il y en a déjà suffisamment qui sont dans cette situation. Voilà, et qui ne sortent pas forcément des ouvrages de fond. Puisque nous sommes à Polytechnique et que nous parlons avec vous de l'histoire de la lumière, quels sont les polytechniciens qui ont marqué l'histoire de la lumière? Alors, les grands polytechniciens qui ont fait l'histoire de la lumière, bon, en gros, l'histoire de la lumière lors de la fondation de Polytechnique, c'était la conception de Newton révisée et améliorée par Laplace. Laplace, qui était vraiment un ami du mathématicien Monge, qui a fondé Polytechnique. Donc, la science officielle de l'époque, la science européenne, la science dominante, c'était la science française, qui avait été faite surtout par Laplace. Et eh bien, elle va être contestée par d'abord confirmée par des polytechniciens, par exemple Malus pour la polarisation de la lumière, et puis ensuite contestée par d'autres polytechniciens, et en particulier François Arago, le premier qui a le major de la première promotion sous l'empire de Polytechnique, sous le nom de Polytechnique. Et lui va jouer un rôle énorme parce qu'il va essayer de contester la physique de Laplace et il va y réussir en donnant leur chance à des gens qui ne sont pas forcément de ses opinions politiques, qui sont républicaines et assez extrémistes. Par exemple, il va mettre en selle quelqu'un qui est Augustin Fresnel, qui va faire triompher une théorie ondulatoire. Et Fresnel est un royaliste anti-napoléonien et très très mystique, catholique. Donc vous voyez, aux antipodes d'Arago. Mais Arago a cette idée de faire triompher et de rechercher des choses en allant au bout, même si ses conceptions personnelles sont un petit peu froissées. Donc cette école s'est inscrite dans le long continuum de la connaissance de la lumière. À l'inverse, votre livre procède aussi en exposant bien les plus grosses erreurs concernant la lumière.
quelle est pour vous l'erreur scientifique concernant la lumière la plus importante ? Je ne sais pas si je peux répondre à cette question, vraiment très difficile, parce que, bon... Il y a autant d'erreurs que de découvertes dans votre livre. Peut-être, autant d'erreurs que de découvertes. Disons que tout ce qui précède Ibn al-Haytham, c'est-à-dire les philosophies grecques, avec justement l'absence de considération de la lumière, c'est quand même vraiment quelque chose qui s'est révélé faux. Quelque chose qui n'est pas une erreur, mais qui est un peu marrant, nous savons tous que... il y a 7 couleurs. Eh bien, ces 7 couleurs ont été inventées par M. Newton pour, d'une façon totalement abracadabrandesque, dirait un président de la République, oui. Pour montrer qu'il avait raison sur les couleurs, parce qu'il pensait que Dieu avait fait une création parfaite. Il y avait 7 notes de la gamme, 7 planètes, donc 7 couleurs. Et quand lui dessine les couleurs, il y en a 5. D'accord. Alors, puisqu'on est dans les couleurs, ben restons-y. On va cette fois-ci passer du champ scientifique un petit peu au champ artistique. Quels rapports ont entretenu la connaissance scientifique de la lumière et la peinture? Vous évoquez en particulier l'apport de la connaissance de la lumière dans la naissance de la perspective dans la peinture. Ah bien, la naissance de la perspective dans la peinture, avec Brunelleschi, avec Masaccio, des gens comme ça, Alberti, c'est la représentation dans la peinture d'un espace unifié. Alors que l'espace d'Aristote, il y avait 2 régions cosmiques différentes, la Terre et le ciel. L'espace unifié, eh bien l'espace unifié et isotrope va devenir l'espace de Copernic, va devenir l'espace de Galilée, va devenir l'espace qui est celui dans lequel vont être formulées les théories de la lumière qui viennent du Soleil et qui viennent arrivent à la Terre sans changer de monde. D'accord. Donc souvent on oppose science et art, et en fait science et art sont complètement liés. Ils ont pu se nourrir réciproquement, la peinture nourrissant les sciences et quelquefois les sciences nourrissant la peinture. Alors on va faire un bond dans le temps, on a un peu évoqué l'Antiquité, le Moyen-Âge, le début de l'époque moderne, et puis on va en arriver au XXe siècle. Quelles découvertes d'importance ont été faites autour de la lumière au XXe siècle? D'abord, vraiment quelque chose d'absolument fondamental. Au début du XXe siècle, la science était complète pour la majorité des physiciens. Et la théorie de la lumière, c'était une théorie ondulatoire. Voilà, c'est ça. Et apparaît quelque chose qui est que l'énergie d'une onde ne peut valoir que des paquets d'énergie différents l'un de l'autre, multiples l'un de l'autre, des quanta, avec Planck, avec Einstein. Et Einstein qui explique un seul effet de la lumière, l'effet photoélectrique, en disant la lumière c'est aussi un corpuscule. Alors c'est quelque chose qui est absolument fabuleux. Oui, ça renverse tout. On a d'abord souscrit à une théorie, puis à une autre, et on s'est rendu compte que, alors vous vous dites que c'est ni l'une ni l'autre parce que c'est un peu des deux, et moi j'ai eu l'impression que c'était un peu des deux en fait. Alors évidemment, d'abord on conteste Einstein avec ce qui est devenu le photon, et puis les prédicats sont vérifiés, donc on admet l'existence du photon, donc on va dire que la lumière est à la fois une onde, puisque c'est toute l'histoire de la lumière jusqu'au XXe siècle, et un corpuscule ou des corpuscules, comme le dit Einstein, c'est à la fois l'un et l'autre, le tigre et le requin, c'est à la fois cela, le requin ne vaut rien dans l'eau et le tigre ne vaut rien dans l'air, et chacun est maître dans son domaine. On dit aussi que la matière, d'ailleurs, qui est apparue d'abord comme corpusculaire et aussi ondulatoire, et maintenant on dit c'est ni l'un ni l'autre. Pourquoi ni l'un ni l'autre? Parce que le photon, la lumière et la matière possèdent certaines propriétés des corpuscules, mais pas toutes, et certaines propriétés de l'onde, mais pas toutes. Alors c'est beaucoup plus complexe, c'est-à-dire que toute l'histoire de la physique, il y avait 2 objets, corpuscules et ondes, et maintenant nous sommes dans un monisme, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un seul objet qui est finalement ni onde ni corpuscule. D'accord. Alors, en quoi aujourd'hui la lumière, là cette fois-ci on n'est même plus au XXe siècle, on est au XXIe siècle, en quoi aujourd'hui la lumière, elle est l'objet, l'enjeu, un enjeu technologique majeur? Alors on a montré, ça c'est Maxwell, que finalement il n'y avait pas de différence entre les ondes radio
avec lesquels les ondes télé, les rayons X et la lumière visible. Qu'est-ce qui caractérise la lumière? C'est le fait que nos yeux y soient sensibles. La peau est sensible à l'ultraviolet et vos oreilles peuvent être sensibles à autre chose. Bon, donc tout ça c'est le spectre électromagnétique. Alors ce que l'on fait avec le spectre électromagnétique, vous voyez très bien que ça évolue de plus en plus. Et puis une des conséquences de la conception atomique de la matière et de photonique de la lumière, ça a été par exemple l'invention des lasers. Et voilà, les lasers, typiquement, révolutionnent totalement les conceptions de la physique par leur monochromaticité, par leur directivité, par leur énergie, et envahissent tout le champ des sciences exactes, naturelles, médicales et artistiques, puisque on peut aussi savoir les repentirs d'un peintre par des examens. Absolument, savoir quelle a été la toile préalable, etc. Tout à fait. D'accord. Eh bien écoutez Bernard Mette, merci beaucoup pour cette traversée temporelle dans l'histoire de la lumière, puisque vous nous avez montré que cette histoire, elle est toujours en devenir et que c'est un long continuum. On peut gager que dans 100 ans, certains chercheurs autour de la lumière bien, citeront votre livre comme vous avez cité vos devanciers. Nous vous remercions beaucoup d'être venus sur le plateau du livre à lire quand la science se raconte, consacré à la lumière. Nous prenons congé de nos téléspectateurs en leur donnant rendez-vous pour le deuxième volet du livre à lire quand la science se raconte.